Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec Florence Offren qui dirige le CEREC, que vous verrez sur l'écran tout à l'heure, et Thomas Le Sueur qui est le commissaire général au développement durable. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous accueillir très nombreux. C'est une preuve d'intérêt pour un sujet qui le mérite amplement, on va le voir dans un instant. Cette conférence est la première d'un cycle de 5 conférences que nous allons organiser dans les semaines qui viennent autour des enjeux sur les emplois et les compétences de la transition écologique. Nous pilotons ce cycle, les 3 maisons ensemble, France Stratégie, le CEREC et le CGDD. Et merci beaucoup à toutes les équipes qui se sont engagées pour faire que ce projet réussisse et commence aujourd'hui. Nous nous sommes, comme beaucoup, reconvertis à des formats différents de ceux que nous avions anticipés. Et il y a eu beaucoup d'engagement de toutes les équipes pour y parvenir. Le sujet inspire une énorme curiosité. Alors c'est évidemment un sujet qui est très multiforme, qui est très touffu. On voit qu'il intéresse tout le monde à des occasions marquantes. Il y a eu un grand séminaire en novembre 2018 de l'ONEMEV qui a été un point important de départ pour beaucoup de réflexions. Il y a eu bien sûr tout ce qui a été dit dans la Convention citoyenne pour le climat qui était porteur de beaucoup de messages dans notre domaine. Et puis, il y a la dimension qui concerne la transition écologique dans le plan de relance et qui est évidemment quelque chose de très important. C'est ce qui explique que vous soyez aussi nombreux et c'est ce qui explique aussi qu'il y ait de très nombreux angles d'approche pour aborder ce sujet qui peuvent porter sur la transition écologique et la création d'emplois, ou bien sur les emplois qui vont être transformés, sur les emplois qui peuvent également disparaître dans le contexte de la transition écologique, sur les compétences qui vont devoir être développées pour permettre de faire face à ces transformations importantes. Et ce sont tous ces sujets que notre cycle de conférences devrait nous permettre d'aborder. Quelques mots sur un angle particulier. France Stratégie, avec la DARES du ministère du Travail, porte un exercice de prospective à 10 ans sur les métiers et les qualifications qui permet de capter et d'essayer d'anticiper un certain nombre d'évolutions. Quand nous faisons le scénario SNBC, Stratégie nationale bas carbone, nous voyons une trajectoire d'emploi qui est sensiblement différente de la trajectoire qui se passe si on ne fait pas la SNBC. Et c'est évidemment parce qu'il y a des investissements supplémentaires. Ça se traduit par ce qui est de loin le plus gros bloc de création d'emplois quand on se projette à 10 ans. Si on fait la SNBC, ce sont les conséquences de l'emploi sur la rénovation thermique. C'est un sujet très porteur. Quand nous regardons ce que la SNBC pourrait rapporter, c'est de l'ordre de 300 000 emplois d'ici 10 ans. Et il y en a pas loin de la moitié qui sont assez directement liés à la rénovation thermique. C'est donc un enjeu de très grande ampleur. Mais il y a des choses différentes dans d'autres secteurs. Je vais juste prendre 2 exemples. Dans l'agriculture, si le bio se développe vraiment, nous allons avoir une situation où il y aura moins d'entrants physiques, chimiques, et où il y aura du coup plus de main-d'œuvre. Et donc, on peut imaginer que la transition vers plus de bio ralentira la décroissance que nous connaissons maintenant depuis très longtemps de l'emploi dans le monde agricole. Dans un autre domaine, il y a une évolution qui peut être très différente et plus marquée, qui est celui de la construction automobile. Si nous migrons vers beaucoup plus de véhicules électriques, nous allons migrer vers des moteurs qui demandent beaucoup moins de main-d'œuvre que les moteurs thermiques, les moteurs électriques, qui demandent aussi probablement pas mal moins de maintenance. Et donc là, l'impact sur l'emploi n'est pas positif. Il va ralentir ou il va même accélérer la tendance que nous avons à la décroissance de l'emploi dans ce secteur. Et ça veut dire que nous devons dès maintenant anticiper ce qui pourra être fait pour fournir les compétences dont nous aurons besoin pour les emplois additionnels, mais aussi donner le moyen à ceux qui n'auront plus les emplois qu'ils pouvaient espérer avoir ou qu'ils occupent aujourd'hui, de rebondir vers d'autres emplois avec des compétences dont ils auront été équipés grâce à la formation pour y parvenir. Ces évolutions, pour bien les maîtriser, il faut qu'on ait une vision à peu près claire de ce vers quoi nous allons, et c'est l'enjeu
des 5 séances qui s'ouvrent aujourd'hui. Et j'espère qu'à la fin, nous serons en mesure de contribuer à une trajectoire qui sera meilleure pour l'emploi et meilleure pour les compétences. Je passe la parole à Florence Lefresne. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer bien sûr cette belle initiative commune à nos deux institutions, France Stratégie et le CEREC, avec l'appui de l'ONEMEV, que ce cycle de 5 conférences autour du thème de l'identification de l'accompagnement des compétences en lien avec la transition écologique constitue. Nous avons de toute évidence des préoccupations communes avec France Stratégie qui sont liées à des enjeux de transformation des métiers, des emplois, des formations et dont l'observation, la mesure et l'analyse sont naturellement dans les missions du CEREC afin de mieux éclairer l'action publique. Les transformations qui sont liées à la transition écologique font l'objet d'investissements de travaux importants, vous l'avez rappelé, et il nécessite de changer, je pense, nos approches habituelles. On n'est plus dans un secteur ou dans une branche, mais dans une problématique transversale. On ne part plus d'un champ de besoins clairement identifié, mais de besoins en devenir. Et donc, il nous faut véritablement innover dans nos méthodes. Je voudrais juste rappeler rapidement que le CEREC a engagé des travaux dans ce champ depuis un moment déjà, puisqu'il a conduit entre 2013 et 2016, dans le cadre d'une convention avec le CGDD, une série d'études qualitatives en vue de compléter les analyses quantitatives existantes, notamment celles qui ont été établies par l'ONEMEV pour classer et mesurer les emplois verts et les emplois verdissants. Je voudrais signaler un ouvrage du CEREC à apparaître dans une collection commune CEREC-Octares et qui sera publié à la mi-octobre. Vous pourrez la consulter sur le site du CEREC. Parmi nos travaux en cours sur la question, je voudrais signaler un projet de recherche qui est financé par le PIC d'Arès et qui comporte 3 niveaux d'analyse des transformations de la compétence en lien avec la transition écologique. À partir de données qui sont produites par le CEREC, chacun connaît les enquêtes génération et l'enquête défi, il s'agit en premier lieu d'observer la mise en correspondance entre emploi et formation dans les trajectoires des jeunes entrants sur le marché du travail et celles des salariés qui sont déjà en entreprise. Il s'agit en deuxième lieu d'observer les compétences telles qu'elles sont formalisées dans les travaux de prospective des branches. On pense à la démarche EDEC qui est soutenue par le PIC et à travers les modalités de gestion de la main-d'œuvre. Des enquêtes auprès des acteurs de branche et des monographies d'entreprises sont prévues à cet effet. On souhaite pouvoir les mener à bien dans le contexte difficile que l'on connaît au plan sanitaire. Il s'agit, en troisième lieu, d'analyser les transformations réelles du travail dans les métiers de la transition écologique à partir de pratiques professionnelles, et le CEREC est outillé avec des méthodologies originales sur ce plan. Enfin, je voudrais signaler un projet de nature un peu expérimentale pour tenter un repérage des compétences vertes dans les offres d'emploi à partir de techniques telles que le web scrapping et l'analyse lexicale. Voilà, donc les enjeux sont sociétaux. Vous allez avoir la chance de bénéficier d'une mise en perspective large, socio-économique, historique, grâce à Dominique Méda, que je salue chaleureusement. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire et rendez-vous pour une prochaine fois, un prochain épisode, prochain webinaire. Au revoir à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que c'est moi qui enchaîne pour le Commissariat général au développement durable. Je veux vous saluer toutes et tous qui écoutez ce webinaire et saluer Gilles de Margerie et Florence Lefresne, saluer la collaboration, la nouvelle collaboration qui donne lieu à ce webinaire après bien d'autres, et d'ailleurs Florence d'en évoquer dans son propos introductif. Je serai très bref. Les enjeux de la transition écologique sont évidemment extrêmement présents dans le débat public. On est à ce moment de sortie progressive
pas encore tout à fait effective de la crise sanitaire, avec une nécessité collective de penser les transitions, avec des enjeux climatiques qui n'ont jamais été autant perceptibles dans la population. Et Gilles de Margerie l'a évoqué, avec ce moment particulier de la sortie d'une convention citoyenne pour le climat, un exercice complètement inédit de démocratie participative ou directe, d'expression directe d'un panel de citoyens. Tout ça donne un momentum, un cadre particulier avec ce plan de relance qui doit venir en écho et en réponse à ces craintes sociales, économiques, climatiques qui sont, il faut bien le reconnaître, très fortes et très aiguës à l'heure actuelle. Cette relance, elle porte sur la transition écologique, elle porte aussi sur la formation, donc c'est assez logique d'être à la convergence des deux dans ce cycle de conférences et de réfléchir, comme on le fait depuis plusieurs années, mais de façon sans doute renouvelée, à la question des compétences et de la transition écologique. À cet égard, le NEMEV, l'Observatoire national des emplois et métiers verts, a été cité. Il existe depuis 2010 et c'est une source parmi d'autres, mais importante, d'observation et d'analyse des métiers verts. Sans vous en présenter le contenu, je veux simplement dire que les échanges qui vont avoir lieu dans ce cycle de conférences vont beaucoup nous intéresser, car l'emploi vert est important à suivre, mais on voit bien que la transition écologique, et ça a été dit, irrigue tous les métiers, elle irrigue toutes les organisations, et elle a besoin d'être encore davantage pensée qu'en termes de tel emploi est vert ou n'est pas vert, car il y a aussi du vert dans tous les emplois de plus en plus, et y compris d'ailleurs dans le service public. À cet égard, CGDD à la charge de l'animation du dispositif service public éco-responsable, qui participe justement de l'irrigation et de la prise en compte dans l'ensemble des activités publiques de ces enjeux de la transition. Voilà, je ne serai pas plus long, je serai très attentif avec les équipes du CGDD à vos échanges qui, je crois, arrivent à point nommé, et donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicolas Lagrange, journaliste à AEF Info et modérateur de nos échanges. Nous sommes dans les locaux de France Stratégie. Pour ouvrir nos débats, nous allons nous appuyer sur un grand témoin, Dominique Méda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à Paris-Dauphine et titulaire de la chaire Reconversion écologie, travail, emploi et politique sociale, et vous allez nous livrer votre analyse sur les scénarios à envisager pour l'avenir de l'emploi en lien avec la transition écologique. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour l'invitation à nos trois partenaires. Ça vient d'être dit, je crois qu'on est vraiment dans un moment très, très particulier en ce moment, au conflit de plusieurs crises économiques, sanitaires, écologiques, qui exercent chacune une forte pression sur notre système productif et donc sur nos emplois. Et ces crises, elles exigent des réponses qui doivent concilier à la fois le court terme, soutenir les emplois actuels, et le moyen terme, décarboner notre économie. Alors, on ne part pas sans boussole dans ce voyage, puisqu'on dispose d'un cadre dans lequel les décisions peuvent être prises. On l'a déjà évoqué, il s'agit de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui définissent très clairement les objectifs à atteindre. Mais il existe des variantes pour y parvenir. Je dirais différents chemins qui sont représentés par des scénarios. Je pense par exemple au scénario que l'ADEME est en train de construire, qui doit être rendu en 2021, et qui suggère qu'il y a de multiples manières d'atteindre la neutralité carbone en 2050, selon le contexte international, le comportement des différents acteurs, le recours plus ou moins intense aux technologies, l'acceptabilité plus ou moins grande des pratiques de sobriété, la diversité des politiques publiques. Et d'ailleurs, plus précisément sur ce dernier point, je rappelle qu'il existe des variantes qui sont constituées par les degrés d'implication différents des politiques publiques. À cet égard, la crise du Covid et, on vient de le rappeler, la Convention citoyenne pour le climat ont joué un rôle majeur en accélérant les investissements consacrés à la transition écologique.
Dans tous les cas, nous savons que ce que j'aime appeler la reconversion écologique, pour insister à la fois sur la conversion intellectuelle et paradigmatique nécessaire, d'une part, et la dimension très opérationnelle de restructuration de ce processus, d'autre part. Donc on sait que cette reconversion écologique, elle va entraîner de forts bouleversements de notre système productif et que nous allons devoir, ça vient d'être rappelé, fermer ou restructurer certains secteurs, les plus émetteurs de gaz à effet de serre, en développer d'autres, revoir nos méthodes de production, verdir les processus industriels pour décarboner notre économie. Ce qui signifie évidemment d'intenses changements à l'intérieur des métiers, des entreprises et des territoires. J'aimerais distinguer deux volets, deux dimensions de ces changements. D'abord, sur le niveau d'emploi, les conséquences sur le niveau d'emploi. Gilles de Margerie en a parlé un petit peu tout à l'heure. La quasi-totalité des modèles montre désormais la possibilité d'un double dividende, c'est-à-dire un dividende écologique, dividende en termes d'emploi. Avant la crise sanitaire, je rappelle qu'on avait des prévisions qui s'échelonnaient entre plus 160 000 à plus 600 000 emplois créés grâce à la transition écologique par rapport à un scénario business as usual. Depuis le Covid et le plan de relance, on a des scénarios qui montrent des créations d'emplois variables selon l'ampleur des sommes injectées et des modalités de cette injection, je dirais. Je pense aux travaux, mais Thomas Godin en parlera certainement. Je pense aux travaux de l'ADEME qui figurent dans l'annexe du rapport du HCC, du Haut Conseil pour le climat, qui est paru en juillet 2020, qui nous indique qu'on pourrait voir 600 000 emplois créés à l'horizon 2030. Et puis plus récemment, sans qu'on l'ait encore beaucoup regardé de très près ces chiffres, on a quand même le WWF et Ernst & Young qui ont poussé l'idée que si l'investissement était suffisant, on pourrait aller jusqu'à 1 ou 2 millions d'emplois assez rapidement, notamment dans le BTP, l'énergie et les transports. Et on sait que c'est une bonne nouvelle qui s'explique par le fait que les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont moins intensifs en main-d'œuvre que les secteurs à développer. Et d'ailleurs, Gilles de Margerie en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que ce serait intéressant de disposer d'une actualisation du projet PMQ, Prospective des métiers et des qualifications. Le dernier date, je crois, de 2015, en intégrant différentes variantes de politiques volontaristes pour atteindre les objectifs de la SNBC et de la PPE. Alors, je passe au deuxième niveau, par la création, le niveau de la quantité d'emplois, je dirais, c'est la question des reconversions, parce que tout ça est une opération extrêmement complexe. Il faut s'attendre à de très fortes recompositions, à de très amples mouvements de main-d'œuvre. Alors, on parle souvent de transition juste pour indiquer que la transition écologique, elle ne doit pas se faire finalement sur le dos des travailleurs ou aux dépens des salariés, des secteurs et des entreprises qui vont devoir fermer ou se restructurer. Et donc, on doit engager finalement un double processus. Il faut qu'on parvienne à anticiper les suppressions, quels emplois, quels secteurs, et à anticiper les créations d'emplois. C'est complexe parce qu'évidemment, il ne s'agit pas des mêmes lieux, des mêmes entreprises, des mêmes secteurs, des mêmes qualifications ou des compétences. Et je dirais qu'en même temps, c'est un problème assez classique qu'on a rencontré de très nombreuses fois dans notre histoire. Et que le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien faire. On ne sait pas très bien anticiper. Je rappelle les reconversions de la sidérurgie ou du textile. On a quand même mis beaucoup de gens en pré-retraite ou au chômage. Je rappelle plus récemment un dispositif européen, le Fonds d'ajustement à la mondialisation, qui finalement n'a pas très bien marché non plus parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, c'était réservé aux grandes entreprises. Je rappelle aussi une institution française, la MIM, souvenez-vous, la Mission interministérielle sur les mutations économiques, créée en 2003, fermée en 2006, et remplacée par une nouvelle direction au sein de la DATAR qui sera elle-même supprimée. Donc, la difficulté, on le voit bien, c'est de recenser les secteurs et les compétences des salariés dont les emplois vont disparaître. C'est de cartographier les métiers menacés et les compétences qui pourraient être transférées. Et c'est un travail véritablement d'orfèvre, à la fois global, macro, et sur chaque individu, et sur ses compétences. Alors, on commence à disposer d'outils comme les CV de site, ou si j'ai bien lu des travaux du CEREC, de l'ADEME, je ne sais plus très bien, des kits. On a des
kit pour accompagner, mais évidemment, il faudrait les étoffer considérablement. Et je reprends la recommandation d'un rapport qui m'a beaucoup intéressé du réseau Action Climat et de la CFTC sur ce sujet des reconversions professionnelles que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je cite, il faut, disent-ils, lancer un grand chantier d'analyse nationale de la totalité des métiers et compétences des branches professionnelles par rapport à leurs atouts et faiblesses face à la transition écologique. Énorme chantier, hein, de manière, disent-ils, à constituer un vivier de compétences transférables et d'organiser les opérations de reconversion nécessaires. Alors, tout ça, ça suppose que l'on sache quels seront les nouveaux emplois. Bien sûr, on l'a dit, on a les objectifs de la PPE et de la stratégie nationale bas carbone, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres déterminants, bien sûr, pour ces nouveaux emplois. Ça dépend évidemment des politiques gouvernementales, des normes, des investissements, de l'ampleur des relocalisations, et ça dépend aussi, me semble-t-il, de la résolution de questions majeures. Hein. Par exemple, on parle beaucoup maintenant depuis des années de la rénovation thermique des bâtiments, mais est-ce qu'il faut rénover tous les bâtiments sur place? Est-ce qu'il faut au contraire aménager complètement le territoire pour regonfler les petites villes ou les villes moyennes? Est-ce qu'il faut continuer à métropoliser, démétropoliser? Si on n'a pas résolu toutes ces questions, on ne sait pas très bien où vont être créés ces nouveaux emplois. Sur ces deux sujets, la suppression et la création d'emplois verts et verdissants, on dispose du rapport de l'équipe animée par Laurence Parisot, qui a été rendu en février 2019, qui était prévu par la loi de 2015, hein, le plan de programmation des emplois et des compétences, que moi j'ai trouvé extrêmement précieux et précis. Hein. Il tente de lister les emplois concernés par cette reconversion et il souligne un message qui me semble très fort. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de créer de nouveaux métiers verts, qui finalement ne sont pas si nombreux que ça, mais il s'agit de reconfigurer un grand nombre de métiers et même de repenser totalement l'ensemble des métiers, de l'ensemble des chaînes de valeur. Alors là, on s'aperçoit de l'énormité, de l'ampleur du chantier. Et donc, la question, j'y reviens, hein, c'est peut-être d'abord de savoir quels emplois nous souhaitons développer et à quel endroit du territoire. Et ça suppose sans doute une prospective volontaire, sans doute aussi un retour à l'aménagement du territoire, non pas décidé d'en haut, mais organisé, discuté avec les territoires et les entreprises et les partenaires sociaux. C'était la mission du rapport Parisot que de lancer cette coopération. Son rapport parle d'ailleurs d'un master plan et en effet, on voit bien qu'on a besoin d'un véritable plan et je dirais, ça tombe bien puisque nous avons une nouvelle institution qui arrive. Et puis, se pose une série de questions essentielles, justement, hein, sur les institutions et les acteurs qui sont susceptibles de mener ces actions. Là encore, je renvoie à cette note du réseau Action Climat et de la CFTC sur la transition écologique, qui montre combien les institutions et les enceintes de dialogue et de décision restent cloisonnées. Cloisonnées entre niveau national et régional, cloisonnées entre acteurs de l'emploi, de l'industrie et de la formation. Et évidemment, c'est cette réunion aujourd'hui et ces webinaires qui vont nous permettre évidemment d'avancer sur ces questions. Et le rapport Parisot dit quelque chose de passionnant. Hein. Il dit ceci: toutes les modélisations estiment un volume de création ou de destruction d'emplois, mais il est important de noter qu'il n'existe pas en France de modélisation macroéconomique capable de prendre en compte la dimension compétence d'un marché de l'emploi. En Norvège, nous dit-on, ça existe. Les modèles MODAG et Mozart font des simulations en fonction de 4 niveaux d'éducation et sont ainsi capables d'estimer la demande de travail par industrie croisée par niveau d'éducation. Je ne sais pas si nous sommes capables de le faire, mais si les Norvégiens le font, je ne vois pas du tout pourquoi on ne pourrait pas le faire. Je termine avec quelques questions hypothèses. Premièrement, première question, quelles sont les compétences à développer? Il faut prendre en considération, me semble-t-il, le fait que les nouvelles compétences nécessaires, elles sont à la fois pointues, c'est bien ce que dit le rapport Parisot, hein, en parlant d'éco-conception et de nouvelles
compétences, de nouveaux métiers, mais aussi finalement, on a besoin de compétences transversales générales qui sont à mobiliser dans la plupart des métiers. Je pense à l'attention apportée aux ressources employées, à la capacité à économiser les matières et l'énergie, au moindre recours aux adjuvants chimiques et mécaniques, aux pratiques de sobriété dans les gestes de conception, à la coordination. Tout ça, ce sont des compétences transversales générales et que l'on peut acquérir en formation initiale, à tous les degrés du système éducatif et en formation continue. Et la bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est qu'on peut penser qu'un grand nombre d'emplois favorables à la transition écologique seront des emplois utiles et non délocalisables. Beaucoup d'emplois dans la filière agricole, industrielle, du BTP, la gestion des déchets, le recyclage. Deuxième question, quels dispositifs de reconversion vont nous permettre d'anticiper et d'éviter le passage par la case chômage de trop de travailleurs? Je pense à un rapport auquel j'avais participé en 1995, le rapport Le travail dans 20 ans, où nous avions proposé comme mesure centrale le contrat d'activité. Le contrat d'activité était censé justement éviter le passage par la case chômage. Je pense aussi à un dispositif britannique intéressant de l'association 1 Million Climate Job, un service public du climat qui permettrait de prendre les personnes des secteurs en train de fermer et permettrait de les mettre immédiatement dans un service public du climat sur les activités nouvelles à développer. Je me demande si sur toutes ces questions, alors le RAC et la CFTC proposent un fonds. Est-ce que c'est suffisant, un fonds? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et mettre en place une véritable garantie de l'emploi sur des secteurs et des métiers fléchés, un peu sur le modèle des Civilian Conservation Corps de Roosevelt ou d'une certaine manière aussi de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée? Troisième et dernière question, quelle implication des salariés du dialogue social? On voit la nécessité absolue d'impliquer les salariés dans ces discussions, hein. Sinon on risque tout simplement de les voir résister, refuser ces évolutions. En plus, ce sont les mieux placés pour connaître leurs compétences et leurs aspirations. Et est-ce que finalement la démocratisation de l'entreprise, ce ne serait pas le meilleur moyen pour nous orienter dans la transition écologiste? Ces deux propositions, la garantie de l'emploi et la démocratisation de l'entreprise, ce sont deux propositions que nous développons, je fais une page de publicité, dans un ouvrage que nous publions après-demain avec deux collègues et qui s'appelle « Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer ». Voilà, en conclusion, il s'agit bien d'un énorme chantier particulièrement délicat parce qu'il oblige à coordonner de très nombreux acteurs et qu'il pose la question du phénomène déclencheur ou de la personne déclencheur. Qui commence, qui dessine le chemin, qui entraîne l'ensemble des petites entreprises et des territoires. C'est délicat aussi parce qu'il pose la question, on en parlait à midi avec les collègues du CEREC, qui pose la question de l'emploi, mais aussi du travail, de la manière dont le contenu de l'activité, les gestes sont appelés à être transformés tout au long de la chaîne de production. C'est un chantier donc, qui nous oblige à avoir à la fois des visions très macro et de moyen terme et très micro pour faire en sorte que tous les segments de la chaîne de production soient reconsidérés et refaçonnés à la lumière de la reconversion écologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique Méda d'avoir planté le décor. On va vous solliciter à nouveau en fin de webconférence pour mettre en perspective les échanges qui vont suivre. Place maintenant à nos regards croisés pour évoquer les enjeux de l'évolution des compétences liées à la transition écologique. Alors, tout au long de nos discussions, vous pourrez poster vos questions ou commentaires dans l'onglet qui est situé en haut à droite de votre écran, Ask Your Question, et je m'efforcerai de relayer le maximum de commentaires et de questions. Nous accueillons 4 intervenants, Aurore Médieux, Régine Chevalier, Jean-Louis Ball et Thomas Gaudin. Je vais les laisser se présenter dans quelques instants, dès lors qu'ils seront installés. Quels sont les défis emploi-compétences de la transition écologique? On va essayer de répondre avec eux à cette question. Et nous allons aborder plusieurs thématiques. D'abord, celle de l'observation des besoins pour mieux anticiper. Ensuite, l'enjeu d'une dimension écologique plus présente dans le travail. Puis, la nécessaire évolution de l'offre de formation, initiale et continue. L'accompagnement professionnel de la reconversion écologique et enfin les leviers territoriaux pour impulser des actions, des initiatives
opérationnelle. Alors voilà, nos 4 intervenants sont installés. On va faire un petit tour de table pour que vous puissiez, les uns et les autres, vous présenter. On commence par vous, Aurore Médieux, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc moi, je suis responsable transition écologique et économie circulaire à ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. L'ESS en France, ça représente 10,5% de l'emploi salarié. Ce sont 164 500 entreprises et plus de 222 000 établissements employeurs. Voilà. Merci. Jean-Louis Bal, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Donc, le syndicat des énergies renouvelables est la principale association professionnelle du secteur des renouvelables et qui regroupe environ 400 entreprises sur toutes les filières énergie renouvelables. Merci. Troisième intervenante, Régine Chevalier. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Régine Chevalier, je travaille au ministère du Travail et à la mission Anticipation et Mutation de l'emploi et des compétences. Et je vais vous parler d'un outil que nous utilisons pour ces mutations parfaitement adaptées à la transition écologique. Merci, on y vient dans quelques minutes. Thomas Gaudin, bonjour. Donc, bonjour à tous, donc Thomas Gaudin, je suis économiste en charge de la thématique emploi à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, dans la direction exécutive recherche et prospective. L'ADEME, en un mot, donc c'est établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'écologie et de la recherche, en charge de la mise en œuvre de la politique publique environnementale pour les champs de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, pour la mobilité et le transport, pour l'économie circulaire et la qualité de l'air. Merci à tous les 4. Alors, on va commencer par le thème de l'observation. C'est un préalable. Il faut pouvoir observer, quantifier, qualifier l'évolution des besoins en compétences en lien avec la transition écologique. Thomas Gaudin, qu'est-ce que vous diriez si vous deviez caractériser les évolutions de l'observation ces dernières années ? Est-ce qu'on a fait de nets progrès ? Quelles sont les limites et les freins que l'on rencontre aujourd'hui ? Oui, donc là, on parle de l'observation, on parle de la lunette, on ne parle pas de ce que la lunette observe. Hein. Moi, je suis témoin, si vous voulez, de l'histoire depuis le Grenelle de l'environnement, puisque c'est à ce moment-là qu'a été créé l'Observatoire des emplois verts, qui est un autre acronyme, Observatoire national des métiers et emplois de l'économie verte. Et donc, ça a été justement créé au moment où l'État se fixait des objectifs à long terme pour la transition écologique. Et donc, ce qui a déclenché la volonté d'observer des emplois verts, c'est le fait d'avoir des objectifs quantifiés, délimités dans le temps. Et donc, il y a eu bien sûr beaucoup de progrès au niveau des méthodes. On a été capable de poser la philosophie déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi vert, une activité verte, de quel point de vue? Donc ça, c'est l'observatoire qui permet d'objectiver en chiffres les métiers et emplois correspondants. Et puis, les progrès se sont faits aussi pour nous à travers l'observation des marchés et le partage des anticipations sur les évolutions attendues des marchés. L'enjeu, c'est le dialogue entre les marchés, l'anticipation des marchés et le volet emploi et des compétences. Et donc, ce qui a été beaucoup travaillé, les points sur lesquels on a le plus progressé jusqu'à présent, c'est sur l'évaluation en euros des marchés, qu'on a traduit ensuite en équivalent temps plein, que ce soit avec des méthodes macroéconomiques ou des méthodes mésoéconomiques. D'ailleurs, publicité, puisqu'on vient de sortir la dernière étude marché-emploi liée à l'efficacité énergétique, donc l'édition annuelle vient d'être en ligne depuis une semaine. Donc, ça permet de traduire ces marchés, ensuite de les traduire en temps de travail, et ça donne des ordres de grandeur en équivalent temps plein qui sont utiles pour ensuite l'action de tous les acteurs de l'emploi. Mais après, n'oubliez pas, un ETP, il faut savoir l'interpréter. Rien n'est plus qualitatif qu'un chiffre, donc d'où l'importance d'avoir des dialogues resserrés à partir de ces chiffres entre les acteurs de l'emploi, les acteurs de l'environnement, les acteurs de l'économie à tous les niveaux. Oui, alors Dominique Méda en a parlé également. Il y a plusieurs études, parfois le périmètre varie. Donc on peut aboutir à des potentiels de création d'emplois qui peuvent être finalement assez différents, avec des prismes aussi parfois différents. L'ONEMEV insistant beaucoup sur la capacité de verdissement des emplois, emplois verts ou emplois verdissants.
Oui, et alors ce qui est intéressant avec l'ONEMEF, c'est qu'il pose des ordres de grandeur. Donc les emplois divers dont la finalité directement l'environnement, je parle sous le contrôle de Sophie Margontier qui est là, c'est moins de 1% des métiers totaux, alors que les emplois eux qui sont directement impactés, même si potentiellement tous le sont, ceux qu'on arrive vraiment, qui sont vraiment le plus, c'est 15% simplement de l'ensemble de la population active. 15%, c'est petit. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le dialogue emploi-environnement, c'est un peu l'alliance des minoritaires de part et d'autre. Nous, la thématique emploi vue des acteurs des marchés, dont ceux de l'environnement, c'est une petite thématique. Je pense que Jean-Louis Bal confirmera ça. Mais pareil, l'environnement du côté des acteurs de l'économie en général, ça représente qu'une toute petite partie de l'activité. Donc la question, c'est comment s'unir entre minoritaires. J'ajouterais aussi que ce chiffre de 15%, quand on est à l'approche métier, il y a d'autres approches possibles, mais ça relativise un peu les choses. Ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas voir non plus les questions écologiques comme étant un secteur qui serait autonome, qui vivrait en vase clos. Je pense qu'en particulier, il y a une idée dont il faut, à mon avis, tordre le cou, c'est cette idée de vase communicant entre des emplois perdus et des emplois gagnés de la transition écologique. C'est pas comme ça que ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du marché du travail. Ça peut arriver dans des cas, mais vraiment exceptionnels. Mais quelqu'un qui doit se reconvertir, il ne doit pas se reconvertir uniquement en ayant comme champ de possible 15% du marché du travail. Il faut qu'il regarde aussi les 85% restants. Donc il faut raisonner sur un monde ouvert. Ensuite, on a un certain nombre de focus de filières qui peuvent être faits. Aurore Médieux, il y a un observatoire national de l'économie sociale et solidaire qui produit aussi ses propres analyses avec un atlas. La période actuellement est plutôt propice à un potentiel de création d'emplois qui pourrait être fort dans les prochaines années. Alors oui, vous posez deux questions finalement. Vous posez déjà la question de l'observation par filière au sein de l'Observatoire de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau puisque c'est sur l'édition 2020 que vous pouvez trouver du coup sur notre site internet qu'on a commencé à avoir vraiment une analyse par filière. Analyse qui n'est pas si facile finalement en termes de chiffres puisque un certain nombre de nos structures employeuses qui travaillent par exemple pour le réemploi, la réutilisation, pour l'énergie ou d'autres sujets type agriculture, alimentation qui sont dans la transition écologique s'enregistrent sous le code autre dans la nomenclature NAF. Ce qui fait que c'est très compliqué ensuite de pouvoir les identifier, les pointer, être capable de dire voilà, on a tant de structures, donc tant d'emplois. Ça pose nécessairement la question de l'évolution de la nomenclature NAF par rapport à ces nouveaux métiers, voire des métiers qui existent déjà, mais comment on arrive à les prendre en compte. Donc nous, effectivement, on travaille aujourd'hui avec les chambres régionales de l'ESS, en tout cas certaines CRES qui sont pilotes, à recenser l'ensemble des structures de l'ESS spécialistes de l'économie circulaire. Et donc au mois d'octobre, on va faire partir un formulaire sur les régions concernées, sur les régions pilotes, auprès de ces structures, pour faire remonter justement de la donnée en termes de salariés, de TP. Je distingue bien les deux, puisqu'on a un certain nombre de structures qui font de l'insertion, et donc un salarié n'est pas nécessairement égal à un ETP, ce qui est un vrai sujet dans nos structures. Donc ça, c'est la première question que vous posez, la question de comment on doit faire évoluer les dimensions d'observation pour pouvoir estimer justement l'état actuel et puis l'évolution. La deuxième question que vous posez, ce sont les potentiels de création d'emplois sur nos périmètres. Très clairement, le contexte réglementaire de transition écologique est plutôt favorable à la création d'emplois. Si je vous prends l'exemple de l'économie circulaire, la loi économie circulaire publiée en février 2020 et dont les décrets d'application sont encore en cours de rédaction, a mis en place, a posé l'objectif de 5% de réemploi sur les déchets ménagers assimilés. Ce qui veut donc bien dire qu'on va devoir mailler le territoire en ressourcerie, en recyclerie, en structures qui font du réemploi de la réutilisation, et donc que ça va être source de création d'emplois. Donc oui, à mon sens, la réponse à votre question, c'est ça va être vraiment une opportunité de création de nouveaux emplois. Jean-Louis Bal, vous avez pris l'initiative, le syndicat des énergies renouvelables, de commander une étude à Ernst & Young, avec une particularité, c'est que ça porte bien sûr sur votre périmètre, mais il y a une analyse qui est faite par région et par filière. Quels résultats avez-vous eu? Quelle surprise éventuellement avez-vous eu à la lecture de ces résultats?
Écoutez, je vais essayer de vous donner les principaux résultats sans vous assommer avec trop de chiffres. D'abord, nous sommes partis de la base d'observation qui est... on s'était inspiré des travaux de l'ADEME, de son étude marché-emploi. On n'a pas réinventé la roue. Nous avons étudié plusieurs paramètres qui sont la valeur ajoutée sur le territoire, les emplois, l'impact sur la balance commerciale et les retombées fiscales. Alors, je vais vous parler des deux premiers parce qu'ils sont intimement liés. Donc là, nous avons fait porter notre travail sur les 9 filières énergie renouvelable que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, en 2019, qui est le plus proche, on a une valeur ajoutée qui est de l'ordre de 15 milliards d'euros par an au niveau du territoire français et qui sont essentiellement des salaires. Sur les 15 milliards, il y a 9 milliards de salaires bruts et ça conduit à une base de départ qui est donc de 166 000 emplois. Alors, ensuite, on a étudié le scénario si nous respectons les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et j'espère bien qu'on les respectera. Eh bien, cette valeur ajoutée, elle va augmenter d'environ 60%, de même que les emplois. Donc on devrait arriver à 264 000 emplois en 2028. Et alors, l'intérêt, c'est que nous avons étudié cela au niveau de chacune des régions, comme vous l'avez mentionné. On aurait bien voulu descendre plus bas dans la maille territoriale, mais ça demandait beaucoup plus de moyens. Et le constat qu'on a fait, c'est que la répartition des emplois est très homogène entre chacune des régions. Alors, c'est très disparate si on analyse filière par filière, mais quand on fait la somme de toutes les filières, on a aujourd'hui, en 2019, environ 2,6 ETP par 1000 habitants dans chacune des régions, avec un très faible écart entre les différentes régions. Et on va tendre vers un peu plus de 4 ETP par 1000 habitants en 2028. Et je pense que pour les conseils régionaux qui ont en main beaucoup d'instruments de formation, c'est intéressant de voir au niveau de chacune des régions comment les filières se développent. Alors tous ces résultats sont disponibles sur le site du syndicat qui est donc enr.fr. Et on voit que finalement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des différences quand même très conséquentes d'une région à l'autre à travers les 9 filières évoquées. Et analysées, finalement, elles se compensent l'une l'autre. Exactement, elles se compensent. Alors évidemment, les emplois dans la filière énergie marine renouvelable, on va les retrouver principalement sur le côté atlantique, mais c'est compensé dans d'autres régions par le développement du biométhane, le développement du bois énergie, et donc on a vraiment un tissu très très homogène. Et encore une fois, les régions, mais on pourra en reparler, si elles veulent développer les outils de formation, elles peuvent s'inspirer de ce travail et de la répartition par filière que nous avons réalisé. Alors c'est une étude quantitative qui est intéressante parce qu'elle descend assez loin en termes de granulométrie, on va dire. L'un des freins aujourd'hui à l'analyse est qu'on a beaucoup de rapports qui sont quantitatif. Et l'analyse qualitative est assez peu développée. Le CEREC a publié un certain nombre d'études entre 2013 et 2016 sur les énergies marines renouvelables, la méthanisation, l'éolien terrestre et les réseaux électriques intelligents. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait permettre d'améliorer cette analyse, d'aller plus systématiquement, on va dire, vers des analyses qualitatives ? Pour regarder réellement en fait, le potentiel aussi de transformation des métiers, parce que l'une des conclusions finalement que vous faites les uns et les autres et des différents rapports, c'est qu'on a peu de métiers à proprement parler nouveaux, on a surtout beaucoup de métiers qui sont susceptibles d'être transformés à moyen et long terme. Exactement. Ces études du CEREC, nous y avons collaboré, puisque c'était à notre demande que le CGDD a commandé ces études. Et un grand enseignement des deux études, méthanisation et énergie éolienne, dont maritime. Un grand enseignement, c'est qu'il y a peu de métiers nouveaux.
c'est beaucoup de métiers classiques qui sont parfois difficiles à pourvoir. La chaudronnerie, l'aérodynamique, etc. Enfin, il y a beaucoup de métiers existants. Il y a un métier nouveau et qu'on retrouve dans la méthanisation comme dans l'éolien, qu'on va retrouver aussi dans le photovoltaïque, etc. C'est le métier de chef de projet. Parce que c'est un métier qui rassemble une multitude de disciplines. Il faut avoir des compétences en financement, en technique, en écologie, savoir mener un débat public. En fait, c'est un nouveau métier qui est très très compliqué et pour lequel, effectivement, ce serait bien que l'ADEME et le CEREC poussent les analyses. Je parle pour mon secteur des énergies renouvelables, mais je pense qu'on peut l'étendre à d'autres filières et faire ça en collaboration avec les régions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème peut-être de moyens financiers et de moyens humains? En disant cela, je pense alors aux moyens de l'ADEME pour mener ces études, cette observation, aux moyens aussi de l'Observatoire des métiers verts, l'ONEMEV, qui voilà, est doté d'à peine un équivalent temps plein pour mener et piloter cette observation. Je pense qu'il faudra plus qu'un ETP pour mener ces observations. Mais quand on voit les moyens financiers qui ont été annoncés ces derniers temps sur la relance verte, ces moyens financiers nécessaires pour développer une observation qualitative sur l'évolution des compétences, et ne pas le restreindre aux énergies renouvelables, évidemment. Mais ce n'est pas des enjeux financiers énormes. Je pense que l'État devrait dégager ces moyens. Régine Chevalier, alors c'est d'autant plus important d'observer et de pouvoir anticiper qu'on a on pense a priori que la transition écologique, c'est un potentiel de création d'emplois un peu généralisé, et parfois les résultats d'une observation fine peuvent amener des résultats surprenants. Je pense notamment, avant d'évoquer plus largement les EDEC, je pense en particulier à une étude qui avait été menée dans le cadre du Grand Paris, d'un contrat d'études prospectives sur le Grand Paris, sur les déchets du bâtiment. Quel était le potentiel de réutilisation de ces déchets-là? Oui, en fait, la Direct Île-de-France, donc, qui est un service déconcentré du ministère du Travail, avait mené une étude en 2014-2015. C'était dans le cadre d'un EDEC, un acronyme pour Engagement de développement de l'emploi et des compétences. La première partie de cet EDEC consiste souvent en un diagnostic, une étude prospective qui va essayer de mesurer les écarts entre les emplois et la cartographie des formations à l'instant T, et les besoins futurs, de manière à essayer de chercher des solutions pour résoudre ces écarts. Et par le biais de ces études, qui sont beaucoup plus micro que les études de l'ADEME, puisqu'elles partent des entreprises et de leurs ressources et de leurs éléments, la question était sur, avec l'augmentation des déchets qui allait avoir lieu du fait des travaux du Grand Paris en Île-de-France, comment les entreprises du recyclage allaient voir évoluer leur main-d'œuvre et leurs possibilités d'emploi. Or, cette étude, contre toute attente, nous avait montré que, du fait de la mécanisation du recyclage, puisque le tri optique maintenant s'impose. Le tri manuel ne peut plus suffire à déterminer tout ce qu'il peut y avoir dans un plastique. Et du fait de l'internalisation du traitement en tout cas de tous les déchets du bâtiment par le biais des majors du bâtiment, allait retirer de fait de l'emploi sur ce secteur du recyclage. Donc, l'emploi allait être créé ailleurs, mais en tout cas, sur ces entreprises-là, ces branches professionnelles,
on a eu la surprise de voir que ce n'était pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc effectivement, c'est assez judicieux de procéder à une analyse pour évaluer s'il y a réellement une évolution possible et des potentiels de création d'emplois possibles. Plus globalement, un certain nombre de secteurs ou de filières sont engagés dans des EDEC. Il y a un vrai défi aujourd'hui, c'est que ces EDEC puissent intégrer davantage la dimension de transition écologique. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, les engagements de développement de l'emploi et compétences, en fait, c'est un outil d'anticipation et d'accompagnement des entreprises et de leurs salariés. Donc, d'un côté, on accompagne l'entreprise. Parallèlement, on accompagne la montée en compétences des salariés, notamment des salariés des TPE-PME, dont l'emploi est plus facilement fragilisé. Et ce sont aussi dans ces TPE-PME qu'on va trouver des salariés qui sont souvent le moins formés. Donc, nous partons d'un constat, nous essayons de faire une étude, un diagnostic, pour voir où nous en sommes et dans quelques années, quels vont être les besoins futurs et comment combler ce gap entre les deux, notamment par le biais de la formation, bien entendu. Alors, nous cofinançons concrètement les engagements de développement de l'emploi et les compétences. Sont des contrats que nous passons avec des filières professionnelles ou des branches professionnelles. Donc, nous cofinançons avec eux ces études-là, de manière à pouvoir déjà poser les bases pour pouvoir travailler ensuite sur les préconisations de cette étude et essayer de mettre en œuvre par la suite toute l'ingénierie de formation, par exemple, dont on va avoir besoin pour la montée en compétences. Alors, il y a quelques années, vous avez intégré de facto et demandé aux professionnels d'intégrer la transition numérique. Et vous essayez d'inciter les acteurs, les branches professionnelles, les filières à intégrer la transition écologique. Je vous relaie une question d'un internaute. Pensez-vous que le chantier de la transition écologique soit aussi important que celui de la transition numérique ? Quelles interactions entre les deux ? Comment tout mener de front ? Est-ce qu'on peut faire le parallèle et est-ce qu'il est judicieux entre la façon d'intégrer la dimension de transition numérique et la dimension de transition écologique ? Il est judicieux de faire un parallèle dans la mesure où, comme ça a été déjà dit précédemment, autant la transition numérique est complètement transversale, autant la transition écologique va être de même. En revanche, ce que nous pouvons observer justement par le biais de nos EDEC, c'est que autant les entreprises se sont appropriées la transition numérique, il y avait un outil à utiliser concrètement. Donc il a fallu qu'il rentre dans les entreprises, sinon on serait sur le bord du chemin. En revanche, au niveau de la transition écologique, les entreprises ne se sont pas encore appropriées cette problématique parce que pour le moment, elle reste relativement conceptuelle. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème. Les activités de l'ADEME nous montrent que bon, ça va évoluer. Mais une entreprise, tant qu'elle n'a pas ses commandes et son marché, elle n'arrive pas encore à se projeter pour aller voir au niveau des métiers, parce que sa problématique, ça va être la GPEC en fait, c'est-à-dire la montée en compétences de ses salariés, comment faire en sorte de pouvoir maintenir l'emploi et comment on va concrètement traduire la transition écologique dans les gestes professionnels des salariés. Alors, vous êtes allé au niveau de la Direction Générale Emploi Formation Professionnelle, la DGEFP, vous avez établi un cahier des charges dans lequel vous incitez fortement les acteurs professionnels à situer le niveau de prise en compte de la transition écologique. Est-ce que les entreprises d'une branche ou d'une filière en sont plutôt au geste éco-citoyen ? Est-ce qu'il y a une discussion dans l'entreprise ? Est-ce que le potentiel de transformation des métiers est mis en discussion ou pas dans l'entreprise ? Est-ce que les branches s'en saisissent de cette recommandation forte ? Ou est-ce que voilà, vous avez encore quelques difficultés à ce que ce soit effectif ? Alors justement,
notre mission à la DGEFP est une mission d'anticipation. Donc quand on arrive sur quand on part sur l'anticipation et la prospective, c'est effectivement très difficile et on fait un travail de mobilisation et de sensibilisation tout d'abord. Donc c'est vrai que en termes de ce que vous avez appelé un appel à projet, quand nous montons un EDEC, effectivement il y a des appels à projets qui passent par le biais du plan du PIC, plan investissement dans les compétences. Et donc nous avons mis dans le cahier des charges un encadré pour essayer déjà de faire en sorte que lorsqu'elles déposent leur projet, les filières professionnelles ou les branches professionnelles se soient déjà posé la question pour pouvoir répondre à cet encadré, pour savoir à quel niveau de la transition écologique elle se situe. Est-ce que pour le moment c'est le geste éco-citoyen dans l'entreprise, c'est-à-dire on apprend aux salariés que c'est bien d'éteindre la lumière quand ils sortent de leur bureau, sauf que là on est sur un geste éco-citoyen, on n'est pas sur un geste professionnel et un changement de métier. Donc là l'entreprise n'est pas impactée directement du point de vue de sa GPEC. Ensuite on leur demande, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question, est-ce que vous avez déjà vu certains métiers chez vous qui sont impactés. Parce que là encore, si on travaille avec des branches professionnelles qui sont déjà au cœur de la transition écologique. Par exemple, nous menons un EDEC avec les éco-entreprises de France. Bon, les éco-entreprises de France, il est certain que l'écologie est leur cœur de métier. Donc effectivement, là, on a des nouveaux métiers où on a des métiers fortement verdis. Donc, pour elles, c'est déjà au cœur de leur action. En revanche, pour beaucoup d'autres métiers, c'est beaucoup plus diffus. Donc il est beaucoup plus difficile de caractériser ce qui va être modifié dans le geste professionnel, même si les activités, elles, le sont profondément. C'est ça. Et par rapport à la transition numérique, on peut ajouter aussi qu'il y a une transversalité peut-être encore plus forte de la transition écologique qui finalement touche parfois plusieurs branches professionnelles ou plusieurs filières sans forcément être des branches professionnelles elles-mêmes, alors que la transition numérique, elle peut être un peu plus cohérente au niveau de certaines branches professionnelles. Et ce défi de la transversalité, je pense qu'on va l'évoquer à plusieurs reprises, mais il est assez important. Je relais une question pour Aurore Médieux. Tout à l'heure, vous avez cité le recensement de ESS qui était en cours dans certaines régions. Un internaute demande quelles sont les régions pilotes dans le cadre de ce recensement. Alors, on en a 5. On a Pays de la Loire, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Corse et Mayotte. Très bien. Autre question qui aussi permet de faire la transition avec notre thème suivant. La principale faiblesse, nous dit ce participant, de l'analyse des besoins en compétences d'un secteur ou d'un territoire, ne vient-elle pas de la grande difficulté à aborder le thème de l'évolution des compétences dans l'entreprise ? De quelle manière, Aurore Médieux, est-ce qu'on peut accroître la sensibilisation dans l'entreprise et mettre ce thème davantage en discussion et en résonance avec ces enjeux ? En fait, ça fait écho avec ce qui avait été posé dans la loi ESS de 2014 qui s'appelle le guide des bonnes pratiques de l'ESS, c'est-à-dire en fait mettre en place un dispositif d'amélioration continue des pratiques internes de l'entreprise, que ce soit en matière de gouvernance, de lutte contre les inégalités, mais aussi d'un point de vue transition écologique. Donc ça pose la première question en tant que dirigeant, mais aussi en tant que salarié, de se dire dans mon entreprise, au vu de l'activité que je mène, quel est mon lien à l'écologie ? Existe-t-il ? Si oui, sous quelle forme ? Pour aller au-delà des éco-gestes finalement, pour aller au-delà de dire en tant que citoyen salarié, j'éteins la lumière quand je sors du bureau. Pour aller au-delà d'une fondation qui, certes, peut mener des actions intéressantes, mais sans forcément impliquer les salariés. Voilà, et qui change les métiers. Et finalement, on a un certain nombre d'éléments réglementaires qui permettent un petit peu de forcer, entre guillemets, les entreprises à se poser ces questions-là. Je vais reprendre l'exemple du BTP. 70% des déchets en France proviennent du secteur du BTP. Donc évidemment, l'enjeu du réemploi des matériaux, des chantiers de construction et de déconstruction est très fort.
Et ça repose complètement la question de la construction en tant que telle. C'est-à-dire que ça va poser la question du métier d'architecte en tant que tel, de se dire demain, comment j'intègre du réemploi de matériaux dans la construction de ce bâtiment. Ça repose la question pour les ouvriers qui vont travailler sur ce chantier, et notamment je pense au chantier de déconstruction. Depuis très longtemps, la méthode, c'est d'arriver, de tout détruire. Ça va très vite, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, on doit se poser la question de si je déconstruis ce chantier, ça veut dire que je monte en compétence sur la façon de démonter des choses que je ne sais peut-être pas démonter aujourd'hui. Donc ça force de fait à intégrer cette dimension-là dans les formations. Et ça, on va en parler tout à l'heure, effectivement, de comment on adapte les formations. Jean-Louis Bal, selon vous, quels peuvent être les leviers qui, en entreprise, peuvent permettre de questionner un certain nombre de modes de production, de modes de travail aussi? Alors d'abord, moi j'ai une vision un peu déformée des entreprises, parce que je suis à la tête d'un syndicat qui regroupe des entreprises qui ont pour vocation de développer les énergies renouvelables. Et vous imaginez bien que la motivation des personnels sur l'engagement pour l'environnement, pour la défense du climat, pour les éco-gestes, etc., cet engagement, il est certainement supérieur à la moyenne de ce qu'on trouve dans les entreprises. Mais je pense qu'au sein des entreprises que je rencontre, qui ne sont pas adhérentes de notre syndicat, je rencontre souvent ou plus souvent la directrice du développement durable, et dont la fonction est souvent attachée à la communication interne ou externe. Et je pense que pour motiver les salariés qui ne demandent que ça, la sensibilisation du grand public aujourd'hui à l'environnement, elle est de plus en plus élevée, et les événements climatiques récents ne font qu'accentuer cette sensibilisation. Mais donc il faudrait que le ou la directrice en charge du développement durable ait une vraie autorité sur le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qu'il y ait une articulation assez forte avec la direction aussi des ressources humaines et les directions formation. Est-ce que dans les entreprises d'une certaine taille, des conseillers par exemple en décarbonation, donc un poste un peu transverse, pourrait être aussi une solution pour accélérer l'analyse dans l'entreprise de tout ce qui peut donner lieu à des modes de production, de travail différents? Incontestablement, pour une petite entreprise, ce serait difficile de consacrer un ETP à juste ce problème de la décarbonation, mais les grandes entreprises devraient le faire systématiquement. Le savoir-faire, il existe. Je pense qu'à l'ADEME, on trouve toutes les ressources intellectuelles pour... Et d'ailleurs, il y a même des dispositifs d'aide aux entreprises pour se décarboner. Mais donc, effectivement, avoir un responsable décarbonation, mais qui ait une vraie autorité au sein de l'entreprise. Thomas Gaudin, quelques questions que je vous relais en matière d'observation. Alors, notamment, une question sur... quid dans de nombreuses études des postures internationales? On a l'impression que l'observation porte exclusivement sur la France. Est-ce qu'on aura le temps de tout faire avant 10 ans ou à la fin du monde, et quelles sont les filières qu'il faudrait cibler en priorité? Je vous relais notamment ces deux questions-là. Je ne suis pas très certain de les comprendre exactement. Non, on a le temps de tout faire. C'est une question de moyens. On a cofinancé il y a maintenant un certain temps avec la Confédération européenne des syndicats une étude européenne sur les effets du changement climatique sur l'emploi, ce qui a eu pas mal d'impact. On a une action internationale pour promouvoir justement les dialogues emploi-environnement. On avait fait ça notamment au moment de la COP21 avec le Bureau international du travail, avec l'UNESCO, avec l'Agence française de développement, le CGDD. Voilà, on avait fait la promotion pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre les acteurs de l'emploi et les acteurs de la lutte contre le changement climatique.
climatique. Et pour faire ce dialogue, il faut des études. Voilà. Alors, après, l'autre question, c'était sur... C'est une question presque un peu plus philosophique finalement. C'est est-ce qu'on aura le temps de tout faire d'ici à 10 ans ou à la fin du monde? Est-ce qu'il y a des filières à cibler finalement en priorité et des priorités à afficher plus clairement? Alors, la question, c'est le temps de quel point de vue? Est-ce que c'est le temps pour trouver du boulot? Est-ce que c'est le temps pour avoir des objectifs de politique publique environnementale? Donc là, il faut qu'il reprécise sa question. Mais voilà, donc tous les jours, enfin, j'en profite pour peut-être soulever une question sur la perception qu'on peut avoir de la transition écologique, puisqu'on est un petit peu au niveau philosophique. Elle peut être variable selon les personnes. Et je pense qu'il faut distinguer vraiment de deux aspects. Il y a tout ce qui est lié aux objectifs de la politique écologique existants, qui sont donc la loi de transition écologique, la SNBC, etc. C'est comment on met en œuvre ces objectifs de la politique environnementale. Et pour la mise en œuvre, il faut absolument que le volet compétences soit au rendez-vous, qu'on n'a pas ce fameux risque de pénurie de compétences. Mais encore faut-il l'identifier, le localiser, voire même le micro-localiser. Et puis, il y a aussi la transition écologique qui va se faire, c'est-à-dire toutes les nouvelles mesures de politique publique environnementale. Nous, on connaît celles des 15 dernières années, mais il faut aussi avoir à l'esprit celles des 15 années qui viennent. Et donc, voir qu'il y a sûrement, en France, des gens qui ont des compétences qui sont en avance sur la transition écologique. Donc, la question pour nous, c'est comment on peut accompagner ces compétences via les nouveaux objectifs de la politique publique environnementale. Je vous relais encore une autre question. Dans les projections faites, interroge cet internaute, quelle est la place des métiers qui relèvent de l'urgence climatique, par exemple les métiers justement par rapport au changement climatique profond? Est-ce qu'on arrive à identifier plus précisément les nouveaux métiers liés au changement climatique important? La politique de lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose de gigantesque et c'est un peu comme les économies d'énergie. C'est plein de choses à plein de niveaux de détail. Il n'y a pas forcément quelque chose qui ressort en priorité. Et puis, il ne s'agit pas forcément de nouveaux métiers. C'est souvent des nouvelles compétences pour des métiers existants. Donc, si on essaye de regarder les choses à grande échelle, ça a déjà été rappelé tout à l'heure, le sujet des économies d'énergie pour la rénovation des logements existants est un sujet majeur et là la question des compétences du bâtiment pour la mise en œuvre de ces chantiers de rénovation est absolument cruciale. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps encore, l'agence qualité construction estimait que le coût des malfaçons dans le bâtiment, c'était 10% du chiffre d'affaires du bâtiment. Donc il y a une question compétence. S'il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de marché, il faut voir la rétroaction compétence-marché, et pas seulement se dire il y a un marché, donc on va chercher des compétences. Alors, encore une question avant de passer à la thématique de la formation, où on a effectivement plusieurs commentaires et questions des participants. Cette question, elle est sur le parallèle à nouveau entre transition numérique et transition écologique. La transition numérique des entreprises contribue à leur valeur ajoutée, nous dit cet internaute, en substance, alors que c'est beaucoup moins perçu comme tel pour la transition écologique. Est-ce qu'on le mesure ? Mais c'est-à-dire que c'est normal. C'est-à-dire que la transition numérique, si on exclut le début de débat sur la 5G, il n'y a jamais eu de débat sur la transition numérique. On ne s'est pas dit est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir des ordinateurs dans l'économie. Donc chacun fait ses anticipations de monter en compétences pour savoir utiliser ses outils, ses téléphones portables, etc. Donc là, il n'y a pas de discussion. Par contre, quand on parle de transition écologique, ce sont toujours des choix de politique publique. Et donc les marchés qui en découlent dépendent de ces choix. Donc il y a toujours une partie du marché qui est à la limite de la rentabilité et qui est le point de discussion en disant est-ce que ce marché, on veut vraiment qu'il existe ou pas, et donc qu'est-ce qu'on fait en sorte pour qu'il existe. Merci pour cet élément de réponse. Régine Chevalier. Oui, pour revenir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sur le fait que la transition numérique était devenue une priorité qui s'était installée tout à fait naturellement pour les entreprises, autant la transition écologique, c'était beaucoup plus difficile, la perception était beaucoup plus difficile. Il me semble qu'on parle de transversalité dans la transition numérique et peut-être plutôt de démarche holistique pour la transition écologique.
parce que c'est véritablement de l'amont à l'aval. C'est beaucoup plus un changement de paradigme, je crois, comme l'a dit Dominique Méda tout à l'heure. C'est-à-dire, si un seul acteur économique, un agriculteur par exemple, s'il est seul à faire du bio et que ceux qui lui fournissent la matière première et ses acheteurs ne sont pas eux aussi dans la même démarche, il pourra toujours essayer de faire du bio, il s'en sortira jamais. C'est pareil dans le recyclage. Il y a eu des expériences d'entreprises qui ont essayé de recycler certaines des canettes, je crois, et qui malheureusement n'ont pas pu aboutir parce que en amont et en aval, le raisonnement n'était pas le même. Donc cette approche holistique, c'est aussi pour ça qu'elle est beaucoup plus difficile à faire passer dans les entreprises, et que effectivement il y a quelques métiers nouveaux sur l'éco-conception. Il y a des directeurs ou directrices énergie dans des grandes entreprises. Il y a des chargés d'affaires juridiques qui doivent être au point sur tout ce qui est réglementation écologique. Mais la majeure partie des métiers, ça va être des métiers verdis, plus ou moins verdis, selon la définition de l'ONEMEV. Et ce sont des briques de compétences qu'il va falloir rajouter à ces métiers-là. Merci. Alors, on a énormément de questions. Je rappelle que cette webconférence, c'est une webconférence d'ouverture, de lancement, et qu'on aura ensuite 4 webconférences thématiques, tous les 15 jours en gros. On vous citera les dates à la fin de ce webinaire, et qui vous permettront de creuser et d'approfondir. Alors je vais quand même lire, sans forcément vous les relayer, quelques-uns des messages qui sont adressés. Vous évoquez, Jean-Louis Bal, la direction du développement durable. Je constate, nous dit Aurélie, qu'elle existe finalement rarement dans les entreprises, notamment dans les PME. N'est-ce pas là également un métier à davantage valoriser, outiller, développer? Est-ce qu'on peut imaginer, un internaute, Nicolas, qui propose une piste, des conseillers en décarbonation mutualisés sur plusieurs entreprises TPE? On renverra ça à nos webconférences thématiques. Je vous propose d'aborder le thème de la formation, sur lequel on a aussi pas mal de questions, notamment une question qui évoque y a-t-il une analyse sur les capacités de l'appareil de formation pour répondre à ces enjeux? La formation des formateurs est-elle questionnée? Alors, Aurore Médieux, vous avez, dans le giron de l'économie sociale et solidaire, il y a un certain nombre d'initiatives qui, d'ores et déjà, ont été mises en place pour faire évoluer cette offre de formation. Racontez-nous un peu ce qui commence à se faire. Oui, bah alors en fait c'est encore en Pays de la Loire, pardon pour les exemples focalisés, mais ce sont les acteurs de terrain qui se sont posé la question justement de l'offre en termes de formation sur les métiers de l'économie circulaire, et qui ont demandé à la Chambre régionale de l'ESS d'organiser vraiment un groupe de travail sur ce sujet-là, des compétences et des métiers de l'économie circulaire dans l'ESS. Ces discussions-là, elles ont abouti à un travail de référencement des offres potentielles sur le territoire, et on s'aperçoit qu'il n'y avait pas grand-chose finalement. Donc d'un côté, on trouve beaucoup de formations initiales, très peu d'offres en formation continue. Ça, c'est vraiment un élément très fort à avoir en tête, parce que pour tout ce qui est reconversion, dont on parlait ce midi, ça veut dire qu'il y a peu d'offres. Sur les offres initiales, on voit que ce sont beaucoup des métiers en Bac+5. Donc ça pose réellement la question justement de cette transversalité de la transition écologique dans l'ensemble des métiers. Typiquement, je peux vous prendre l'exemple de Centrale Nantes qui est relativement intéressant, puisque ce sont les étudiants qui ont demandé à leur direction d'intégrer les transitions dans leur formation. Et ça a entraîné vraiment un réel changement au sein de l'école, puisqu'ils ont changé de direction, changé la façon de gérer l'enseignement pour justement intégrer toute cette transition dans l'enseignement. Donc on voit que ça évolue, mais malheureusement on voit que ça n'évolue pas nécessairement dans tous les niveaux de formation, qu'on est plutôt sur du Bac+5. Et ensuite, un autre gros sujet qui ressort de la part des territoires, c'est que donc on a un certain nombre d'organismes de formation qui vont commencer à proposer des formations sur ces sujets-là. Je pense au métier de valoriste, par exemple, qui est le métier qui permet de revaloriser des objets qui arrivent dans les structures de seconde main pour les remettre sur le marché, donc sur le réemploi et la réutilisation. Et le problème que les structures perçoivent aujourd'hui, c'est que ces formations-là ne sont pas nécessairement toujours certifiantes.
donc non reconnus par Pôle emploi, et que des demandeurs d'emploi qui ont envie de se reconvertir dans ces métiers-là n'ont pas la possibilité de prise en charge de cette formation par Pôle emploi. Donc ça aussi, ça pose une autre question, puisque l'offre aujourd'hui... Oui, c'est ça. Oui, deux choses finalement, c'est y a-t-il suffisamment de formation? La réponse, je pense, est non sur ces sujets-là. Et par ailleurs, faut-il toujours que la formation soit certifiante au sens des institutions pour qu'elle puisse être prise en charge? Puisque une formation comme ça sur 6 jours, c'est dommage qu'une personne qui a envie d'aller vers cette reconversion ne puisse pas le faire pour des raisons économiques finalement. Autre initiative qui est intéressante, c'est celle de l'OPCO de la cohésion sociale, Uniformation, qui a établi un baromètre des compétences en lien avec la transition écologique. On parlait tout à l'heure d'outiller les acteurs. Quelle est l'idée ? Oui, alors en fait, l'idée c'était vraiment de référencer l'ensemble des compétences des métiers de tous les métiers portés par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc il y a eu un focus réalisé sur les métiers de la transition écologique. Je peux difficilement vous en dire plus aujourd'hui parce que je n'ai pas encore pu avoir accès aux résultats de ce baromètre et donc pouvoir les lire. Mais on en parlait tout à l'heure avec Sophie. Il me semble que Uniformation interviendra dans l'un des séminaires que vous organisez dans les 5 séminaires dans la série qui arrive. Et donc j'imagine que vous pourrez avoir éventuellement des résultats plus précis sur ce sujet. Je ne sais pas si par ailleurs vous vouliez parler des fiches métiers qu'on avait pu travailler dans le cadre des travaux de la FREC. Sur l'économie circulaire. Hein. Oui, c'est ça. Donc le ministère, à la suite de la feuille de route économie circulaire, a porté un groupe de travail sur les métiers et les compétences de l'économie circulaire. Et en fait, il y avait une volonté des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'avoir un vrai focus sur ces métiers-là, puisqu'un certain nombre de métiers de l'économie circulaire sont portés par nos structures de l'ESS. Donc, moi, j'ai un petit peu piloté cette partie ESS avec les grands réseaux spécialistes, donc Emmaüs France, le Réseau national des ressourceries, la Fédération Envie. Et on a réalisé 3 fiches métiers qui sont un peu de la prospective, si je puis dire. Il faudrait les retravailler, mais c'est pour parler de nouveaux métiers aussi. Donc il y avait cette notion de valoriste, revaloriser les objets. Il y a la notion de sensibilisation et de communication au grand public sur l'économie circulaire au sens large, et pas juste sur des filières type ambassadeur du tri, mais vraiment des ambassadeurs économie circulaire. Et puis le troisième, qui est le métier de... agenceur d'espaces de vente de seconde main, parce qu'on ne vend pas de la même façon, on n'a pas 100 fois le même objet. Emmaüs, typiquement, par exemple. Exactement, les ressourceries ou Emmaüs, il faut savoir mettre en valeur quand on a un unique objet une fois dans son espace de vente. Et pour terminer sur ça, ce qui est extrêmement intéressant pour nos structures, qui font pour la majorité de l'insertion, la notion de compétence, elle est fondamentale, puisque l'objectif actuel de nos structures, au-delà de la transition écologique, c'est bien de pouvoir réinsérer des personnes éloignées de l'emploi dans l'économie traditionnelle. Donc il est évidemment essentiel de pouvoir identifier dans nos métiers les compétences pour pouvoir être capable ensuite d'aller, pardonnez-moi l'expression, mais vendre auprès de l'économie traditionnelle ces compétences qu'on a développées dans nos structures d'insertion. Régine Chevalier, quel type d'outils méthodologiques pourraient être fournis à la fois aux branches professionnelles et peut-être aux entreprises pour les aider à analyser ce qui peut être transformé, le potentiel de transformation des métiers et du coup l'offre de formation à faire évoluer, bien sûr? Bien, la réponse est toute trouvée. Nous avons nos engagements de développement d'emploi et des compétences. Bon, je ne dirais pas que ce sera le seul outil, bien entendu, mais nous contribuons par ces outils-là à répondre exactement à votre question. C'est-à-dire, après avoir fait un diagnostic qui nous montre l'écart entre les besoins actuels et les besoins futurs, notamment dans la transition écologique, faisons des préconisations qui portent très souvent, évidemment, sur la montée en compétences. Et la montée en compétences, c'est travailler sur l'offre de formation. Donc, de fait, quand nous passons à la partie post-études, qui est la partie plan d'action de l'EDEC, nous passons cette fois-ci à la mise en œuvre, à la préparation
pour outiller la branche ou la filière en termes de certification. Alors ça s'est vu sur un certain nombre d'enjeux. Le CEREC a montré dans une étude qu'il y avait un verdissement certain des référentiels de certification, mais qu'il y avait encore des marges de progression particulièrement importantes. Est-ce que vous avez, à ce jour, connaissance d'un EDEC qui soit suffisamment avancé pour permettre de mettre en place, d'adapter l'offre de formation, voire de repositionner, de permettre une reconversion, ou est-ce que c'est trop tôt par rapport aux branches qui se sont, ou aux filières qui ont signé des EDEC? Par exemple, tout à l'heure, nous avons parlé du recyclage. Les entreprises du recyclage ont déjà mis en œuvre de nouvelles certifications. Ça existe. Actuellement, nous menons un EDEC avec la branche du commerce, avec la filière commerce. Alors, sur le commerce, on en est beaucoup plus encore à la sensibilisation, à essayer d'identifier les besoins. Mais à partir du moment où on aura répondu à ces questions-là, on pourra ensuite dérouler le fil et en arriver à différentes formes de formation. Pareil sur la filière électrique. La filière électrique, nous avons mené un EDEC, donc pour le moment nous en sommes au CEP, mais nous avons déjà décrypté un certain nombre de métiers qui sont en tension du fait de cette transition écologique. Donc c'est sur ces métiers-là qu'il va falloir adapter l'offre de formation. Et le secteur électrique, qui prévoit d'ailleurs 200 000 emplois nouveaux d'ici 2030, a déjà détecté certains emplois sur lesquels, même qui pourraient être communs, une formation qui pourrait être commune à toute la filière électrique. Un mot, Jean-Louis Bal, dans une tribune qu'elle a co-signée avec deux autres hauts fonctionnaires, Dominique Méda, qui a introduit notre webconférence et qui va la conclure, écrit « L'État peine à se mettre au diapason de l'urgence climatique. Pire, des blocages et des résistances persistent au sein de son administration. Jusqu'à très récemment, l'écologie était perçue comme une menace ou une douce utopie et d'appeler à la formation aussi, à la sensibilisation plus forte de la haute fonction publique. » Est-ce que vous partagez cet avis et comment faire en sorte aussi de sensibiliser davantage l'administration? Je partage cet avis et je pense qu'il faudrait commencer par le sommet de l'État, puisque c'est de là que peut venir une impulsion. Et moi, je voulais, sur la formation, attirer votre attention sur une des cibles de la formation qui me semble essentielle. C'est les collectivités territoriales à tous les niveaux. Les différentes lois leur ont mis dans les mains des outils de planification, d'urbanisme, les fameux PCAET, donc les plans climat, air, énergie, territoire. Et malgré les efforts de l'ADEME, ces collectivités ont énormément de mal à mettre en place ces PCAET et ensuite à les faire fonctionner. Et donc, parce qu'il faut des compétences pour savoir où est-ce que je vais mettre de la méthanisation, où est-ce que je vais mettre des éoliennes, où est-ce que je vais mettre du photovoltaïque, quel programme de rénovation des bâtiments je vais mettre en place. Et tout cela, elle pourrait au moins le faire, planifier tout cela via les instruments que j'ai cités, mais la plupart des collectivités n'ont pas les moyens de le faire. Thomas Gaudin, il y a un certain nombre d'initiatives territoriales qui feront l'objet d'ailleurs de la 5e webconférence thématique, le 3 décembre, et qui seront présentées. Quelques mots toutefois pour nous faire un peu le teasing de ce qui sera présenté le début décembre. Ces initiatives, elles réunissent énormément d'acteurs différents et vous commencez à avoir quelques retours d'expérience, quelques résultats qui pourront être présentés notamment en lien avec l'Alliance Ville-Emploi. Oui, donc ça sera le 3 décembre. On parlera notamment de l'expérience qui est en cours de finalisation avec la Maison de l'Emploi de Cambrai. Une maison de l'emploi, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau des intercommunalités, donc c'est pas à l'échelle régionale, c'est à l'échelle infrarégionale. Donc ce sont c'est relié donc souvent à la collectivité locale, c'est piloté par la collectivité locale avec au conseil d'administration un représentant du ministère de l'Emploi, avec également Pôle Emploi. Et l'objectif
de ces structures avec lesquelles on travaille en fait depuis 2008. L'objectif de ces structures, c'est de mobiliser tous les acteurs pour faire avancer un sujet et décrocher de l'emploi in fine. Et donc ce qu'on a fait 43 fois avant Cambrai, c'est la même méthode que Régine explique là, l'EDEC. Simplement, c'est un EDEC très intégré, c'est-à-dire que pendant la phase d'identification des manques de compétences au regard de l'objectif, alors nous, ce qu'on travaille, c'est le sujet, dans 99% des cas, c'est le sujet de la rénovation énergétique des logements. Mais pendant il y a une année de phase de diagnostic partagé et puis derrière 3 années pour mettre en œuvre un plan d'action. Mais c'est la façon dont les gens participent, ils sont mobilisés et se découvrent les uns les autres pendant la phase de diagnostic qui fait que derrière ça déclenche de l'action. Et il y a énormément de questions qui sont posées. Comment on anime ce dialogue en local au niveau des bassins d'emploi, notamment entre emploi, environnement. Il y a une multitude d'acteurs. Comment on essaime, comment on démultiplie ces initiatives sans pour autant tomber dans une usine à gaz centralisée qui déresponsabiliserait les acteurs. Bref, il y a énormément de choses. Un dernier mot qui me semble intéressant à signaler, c'est que demain, vous allez vous réunir pour choisir un prestataire qui sera chargé d'établir la cartographie des acteurs environnement, emploi, compétences, formation, à la fois au niveau national et au niveau local. Et du coup, vous pourrez présenter les résultats de cette cartographie début décembre. Voilà, en tout cas, on en profitera pour préparer cette session. C'est pour aider mes collègues, puisque en fait l'ADEME est pour moitié composée de personnels qui sont dans les directions régionales de l'ADEME, donc qui travaillent à l'échelle régionale, et puis les moitiés au siège. Et donc, pour mes collègues en région, le sujet emploi, c'est une charge de travail supplémentaire par rapport à la masse des autres sujets qu'ils ont. Donc l'objectif, c'est de leur faciliter le travail et de leur dire, si vous voulez contractualiser avec des acteurs de l'emploi, quelle est la meilleure façon de faire, comment vous vous y retrouvez dans l'écosystème emploi-formation. Donc ça va être un vademecum à direction de ceux qui ne connaissent rien à l'emploi, à la formation et aux compétences, mais pour leur faciliter un travail opérationnel, puisqu'on a toujours cet objectif d'entraide entre les objectifs de la transition écologique et les objectifs de création d'emplois. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci à tous les quatre. Il y a plein de pistes, plein d'outils qui ont été évoqués. Il y a eu aussi beaucoup de questions à travers la plateforme interactive. Voilà, nul doute que ça servira aussi de socle pour les prochaines webconférences thématiques. Merci à tous les quatre pour nos échanges. Merci. Et on va en conclusion donc accueillir à nouveau Dominique Méda et je vais lui demander de bien vouloir me rejoindre pour mettre en perspective nos échanges, pour reboucler nos échanges et puis ensuite en conclusion de cette séquence, on vous donnera bien sûr toutes les dates des prochaines webconférences thématiques. Donc voilà, vous pouvez... les différents intervenants, Dominique Méda, vous allez pouvoir venir juste à côté, vous installer à côté de moi. Voilà, vous avez suivi Dominique avec beaucoup d'attention ces différentes discussions. Bon, bien sûr, le sujet était vaste, donc on a évoqué, il y a eu beaucoup de têtes de chapitre, quelques illustrations qui ont été données. Voilà, si vous aviez peut-être 2-3 éléments un peu structurants que vous souhaitez mettre en avant, que vous souhaitez relever à l'attention de l'auditoire, qu'est-ce que vous diriez ? Écoutez, je trouve qu'on a eu un panorama vraiment absolument passionnant. D'abord, on s'est rendu compte qu'on a des outils, on a beaucoup de choses. On a des outils pour observer, nous a dit Thomas Gaudin. On a des outils d'anticipation et d'accompagnement, nous a dit Régine Chevalier. Beaucoup de nouvelles qui nous rendent optimistes. Jean-Louis Ball nous a dit que si on atteignait les objectifs fixés par la PPE et la SNBC, eh bien, on allait avoir un accroissement de 60% de la valeur ajoutée et des emplois.
emploi. Aurore Médieux nous a dit la même chose pour l'économie sociale et solidaire. Alors on a beaucoup dit que, attention, c'était pas des nouveaux emplois ni des nouveaux métiers. On allait énormément transformer les emplois et les métiers, et que du coup les compétences, c'était extrêmement important de les cartographier pour pouvoir, a dit Aurore Médieux, les vendre plus facilement. Ça, c'est très, très, très important. On a parlé des entreprises. Est-ce qu'elles se sont appropriées ou pas la transition écologique? On a l'impression que pas encore. Certaines en sont encore aux gestes citoyens, d'autres vont passer aux gestes professionnels. Mais on a l'impression qu'elles se sont finalement moins appropriées la transition écologique que la transition numérique. Alors, on a dit quelque chose d'intéressant là-dessus. Thomas Gaudin nous a dit il y a des politiques publiques environnementales essentielles, mais finalement, il n'y a pas de je dirais qu'il n'y a pas d'obligation de se former à la transition écologique, alors que d'un autre côté, le numérique, tout le monde l'a intégré. Thomas, tu as dit que du coup chacun se mettait un petit peu à jour ses compétences, mais en même temps dans toutes les entreprises on a des stages obligatoires et des formations obligatoires pour se mettre à niveau. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant envisager des formations obligatoires pour se mettre à niveau en matière de transition écologique partout? C'est ça, parce que finalement il y a un enjeu qui est apparu très fort, c'est comment transversaliser davantage la transition écologique, associer les différents acteurs qui peuvent être concernés, alors même que ça ne recoupe pas notre paysage très structurant de branches professionnelles, avec un regroupement en plus qui est reporté pour l'instant sine die. Vous avez tout à l'heure en introduction parlé d'aller vers une conditionnalité des aides, bref, d'utiliser en quelque sorte un levier réglementaire pour accélérer le mouvement. Tout à fait. Ça pourrait être quoi, cette conditionnalité? On le voit bien en ce moment avec le plan de relance. On a vraiment 30, voire 38 milliards, je crois, qui sont mis pour la transition écologique. Il faut absolument demander aux entreprises qu'en contrepartie de l'argent qu'elles vont recevoir, il y ait en effet des engagements écologiques et y compris en matière de formation de leurs propres salariés. Est-ce qu'il ne faut pas leur fixer des objectifs à chacune et est-ce qu'il ne faut pas désormais que les objectifs de la transition écologique, cette SNBC, cette PPE, soient déclinés à la fois régionalement, ça l'est, mais également au niveau des entreprises. Et puis on a dit, c'est très important, à toute la question de la formation initiale. À Dauphine, on vient de mettre en place pour toutes les promotions entrantes, donc pour 1 millier d'étudiants, qu'ils rentrent en maths ou en sciences de gestion, un cours obligatoire qui s'appelle les enjeux écologiques du 21e siècle, où on fait une grande revue sur c'est quoi l'effet de serre, mais aussi la question des représentations, l'importance on leur fait des sciences humaines et sociales, l'importance des représentations, comment est-ce qu'on en est venu à vouloir mettre en coupe, régler la nature plutôt que d'en prendre soin. Donc je pense que ça commence là, et puis évidemment, ça va à l'autre bout avec des formations très pointues dont on a parlé. Formation obligatoire, c'est vrai que ça mérite d'être souligné. Et pour conclure, une dernière question un petit peu facétieuse. Est-ce que le ministère de la Transition écologique, de quelle manière, selon vous, devrait-il être positionné pour changer d'échelle? Est-ce qu'on peut imaginer demain un ministère de la Transition écologique et du travail et de l'emploi, par exemple, ça, ce serait une étape extrêmement importante. Mais on peut l'imaginer aussi encore plus haut, c'est-à-dire comme comment dirais-je, au plus haut niveau. Un ministère qui pourrait avoir un petit peu plus la main sur Bercy que l'inverse? Par exemple, et une vocation intégratrice. C'est évident que si c'est notre priorité, la reconversion écologique, eh bien, il faut la mettre au plus haut dans les instances de l'État. Merci beaucoup Dominique Méda, merci à toutes et à tous. Vous étiez très nombreux à être connectés aujourd'hui. Alors 4 dates à retenir qui s'affichent actuellement sur l'écran pour les prochaines webconférences thématiques. Alors le 14 octobre, on fera un focus sur observation et anticipation des compétences, comment améliorer l'analyse, quels sont les outils existants, quels sont les outils à élaborer. Le 4 novembre, un focus sur la formation initiale et continue. Quelle adaptation, comment aligner les référentiels sur les enjeux de la transition écologique, quelle montée en compétences des formateurs, on l'a à peine esquissé, quel rôle des organismes de formation. Plusieurs initiatives seront présentées et décryptées.
Le 19 novembre, troisième focus thématique, ce sera un coup de projecteur sur les perspectives d'accompagnement des parcours et des compétences. Quelles démarches, quels outils, quels freins, quels leviers. Là aussi, plusieurs retours d'expérience vous seront présentés sur des démarches analogiques d'accompagnement, parce qu'en matière de transition, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et enfin, le 3 décembre, le dernier Zoom, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, ce sera sur l'identification et l'accompagnement des compétences dans les territoires. Quelles initiatives fructueuses, quelle capitalisation, quel essaimage, comment favoriser les dialogues environnement-emploi, quelles animations au plus près des besoins. À chaque fois, plusieurs intervenants de profils très différents dans ces différentes webconférences thématiques. À très bientôt et merci à tous.